Alors, je vais faire un petit point de vue sur les forces laïques en Israël, et en commençant par une précision qui me paraît capitale par rapport à la notion de laïcité telle qu'on la connaît en Europe occidentale, à savoir qu'en Israël, il n'y a pas une laïcité pour toutes les religions. Il y a une laïcité juive, il y a une laïcité musulmane, il y a une laïcité chrétienne. Je veux dire par là que les forces laïques juives ne prétendent absolument pas étendre leurs revendications à l'égard des autres minorités religieuses. Les forces anticléricales ne s'adressent qu'au judaïsme, qu'au rabbinat, et elles ont, je dirais, trois revendications essentielles. La première revendication, elle porte sur le droit personnel. C'est-à-dire la volonté, effectivement, de rétrocéder à un état civil le soin d'administrer les mariages, éventuellement les divorces, mais encore une fois, sans que cela implique forcément l'islam et les chrétiens israéliens. La deuxième revendication, elle porte sur la politisation du religieux. En fait, la présence de partis politiques religieux au Parlement, à la Knesset, permet à ces partis de négocier avec les partis de gouvernement une législation conforme au droit canon juif, ce qu'on appelle la halacha, et c'est vécu par les forces laïques comme une coercition religieuse, puisqu'il est évident, il va de soi que pour des religieux, ils n'ont pas besoin d'une loi de la Knesset pour se soumettre à un commandement religieux. Mais quand elle devient une loi, finalement, elle s'applique à ce moment-là à toute la population juive en Israël, et c'est cette politisation du religieux, avec la présence de ces partis politiques à la Knesset, que les forces laïques contestent. Elles contestent pas tant leur existence, personne ne dit qu'il ne doit pas y avoir de partis religieux représentés à la Knesset, mais c'est leur force, leur poids, et un poids qui est très souvent bien au-delà, un poids politique qui est bien souvent au-delà de leur représentation numérique. Et puis, la troisième source de revendication, elle porte sur les budgets qui sont affectés aux écoles religieuses et qui, en Israël, sont pleinement subventionnés sans qu'il y ait même un contrôle de la part de l'État, ni sur la formation des maîtres, ni sur le programme. Et les différents ministres laïcs, c'est-à-dire non religieux de l'éducation nationale, essayent vainement, pour des raisons de stabilité, de politique et de coalition, mais c'est vainement d'imposer à toute école religieuse un noyau dur de matières comme l'anglais, les maths, l'histoire et l'instruction civique. Eh bien, c'est peine perdue, elle n'y arrive pas. Eh bien, ce budget accordé, ces subventions totales sans contrôle de l'État, voilà une autre revendication des forces laïques en Israël. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est la sécularisation du religieux. Je veux dire par là que dans la mesure où le sionisme a d'une certaine manière nationalisé les membres de la confession juive, eh bien, cela a eu pour effet de séculariser le religieux, ou de le laïciser, c'est-à-dire que tout ce qui était d'ordre religieux est perçu aujourd'hui comme étant d'ordre national. Il y a des fêtes religieuses, mais elles sont vécues comme des fêtes culturelles. Il y a également des courants religieux qui ne sont pas orthodoxes, et il y a tout un travail qui est fait depuis quelques années pour essayer de leur donner un statut officiel, ce qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Ces courants du judaïsme, tels que le courant réformé et le courant conservatif ou traditionnaliste, ont bien sûr totale liberté de culte, mais ces courants-là ne peuvent pas administrer des mariages puisque la gestion du mariage était confiée uniquement à un rabbinat orthodoxe. Mais cela contribue néanmoins à un éclatement, non seulement à cette dichotomie entre judaïsme culturel et judaïsme religieux, mais à l'intérieur du judaïsme religieux de permettre l'élaboration de plusieurs manières, plusieurs modes de vivre son judaïsme, alors bien sûr contesté par les orthodoxes comme quelque chose qui est sacrilège, mais en ce sens elles sont les forces laïques de manière générale, mais y compris le courant libéral du judaïsme, s'appuient
moins sur les forces politiques qui sont prisonniers de otages de leur coalition avec des partis religieux, mais sur la Cour suprême qui a pour fonction essentielle de garantir le droit des minorités. Ben voilà, là en l'occurrence, de minorités religieuses au sein du judaïsme, pour par exemple obtenir des budgets au sein des conseils religieux qui sont établis dans chaque municipalité. Cette laïcité, donc, elle connaît un autre clivage très profond, plus récent, entre ceux qui considèrent que le sionisme n'est pas la solution, mais le problème. Je fais allusion, bien sûr, au courant post-sioniste, donc qui est composé de gens tout à fait laïques, mais étant, je dirais, d'une certaine manière critique de la modernité et favorable au multiculturalisme, estiment, ont quelques réserves vis-à-vis de la laïcité comme une sorte de cadre englobant, de cadre structurant qui ne tiendrait pas compte des expressions religieuses et qui donc considèrent que la définition de l'État d'Israël comme État juif et démocratique est une définition problématique, puisque quand bien même la notion d'État juif ne met pas en avant la dimension religieuse mais la dimension nationale, il y a tout de même là, de leur point de vue, une hégémonie identitaire qu'un État multiculturel ou un État de tous ses citoyens permettrait d'alléger. D'autre part, il y a effectivement donc des forces laïques, plus traditionnelles si je puis dire, qui s'appuient sur le sionisme pour faire valoir l'émergence d'une appartenance juive qui considérait non pas la religion comme totalement exclue, mais en tout cas comme secondaire et surtout pas comme quelque chose qui serait directif et régenterait en quelque sorte la manière d'être juif. Alors cette division entre sioniste et post-sioniste, entre une vision d'un État multiculturel et d'un État juif et démocratique qui tolérerait à la fois les minorités religieuses mais également prendrait en compte une laïcité plus institutionnelle, ce clivage-là contribue inévitablement à affaiblir le camp laïque. D'une manière générale, je dirais que là où on pouvait pendant des années estimer qu'il y avait autant de conquêtes laïques que de conquêtes religieuses, lorsqu'on faisait le bilan parlementaire ou même l'évolution des mœurs en Israël, très clairement, depuis, on va dire, une décennie environ, la poussée démographique entretient au sein des forces laïques, et notamment les forces laïques sionistes, le sentiment d'une catastrophe qui s'annonce, le sentiment d'être les derniers éléments d'une réserve laïque naturelle, donc avec ce sentiment que le religieux est triomphant et qu'il met en péril peut-être l'avenir de l'État d'Israël. Donc ce discours plus dramatique, là où il y a quelques années encore, on tenait compte du fait qu'il pouvait y avoir autant de conquêtes laïques que de défaites et donc avoir une perception plus équilibrée du bilan de la cause laïque en Israël.